pour un petit peu parler de la place de la chirurgie bariatrique dans le traitement du diabète et de l'obésité. En fait, je dirais que ce sujet est tellement vaste que moi, en tout cas, je vais me focaliser sur le traitement du diabète chez les personnes qui présentent une obésité. Parce que sinon, on part dans un volume de publications, dans un volume de sujets à traiter qui est trop volumineux. Et comme on est quand même dans une société de diabétologie, on va parler avant tout de patients qui présentent un diabète et une obésité. Alors, un petit peu de contexte et une introduction qui va un petit peu présenter le plan de mon propos. Bon, la prise en charge du poids, elle est de plus en plus au premier plan de la prise en charge du diabète de type 2. On va le voir avec en particulier les recommandations de l'American Diabetes Association. On est en train de passer, pas seulement à cause de la chirurgie de l'obésité, mais d'une façon plus générale, peut-être à cause de la pharmacologie et aussi à cause de tentatives de remettre au goût du jour des mesures de mode de vie un petit peu extrêmes. On est en train de passer d'un objectif, pas seulement de contrôler le diabète, mais d'essayer d'obtenir une rémission la plus durable possible, voire définitive, du diabète de type 2. Enfin, la littérature devient de plus en plus abondante en matière de résultats de la chirurgie bariatrique, en matière de diabète, de métabolisme, de complications du diabète, de mortalité après la chirurgie, et ce qui fait considérablement évoluer le rapport bénéfice-risque de la chirurgie. Je pense que Santi en parlera plus en détail, en particulier de la réduction des complications de cette chirurgie. Ce qui nous fait aller peut-être vers des indications élargies de la chirurgie, à savoir que cette chirurgie peut-être être concurrencée, en tout cas en matière d'obtenir une rémission, par d'autres options. On verra ce que ces options peuvent bien valoir. On va commencer à ne pas passer. Fais tourner le PC de nouveau. Pardon? Hein? Il faut tourner le PC. Quand il était tourné, ça avait l'air de marcher. Ouais, c'est vrai, en fait. C'est là le Voilà, ça marche. Okay. Bon. Je ne vais pas insister sur le parallélisme qu'il existe entre l'épidémiologie de l'obésité et l'épidémiologie du diabète de type 2. Vous avez l'évolution de l'obésité aux États-Unis, État par État, d'année en année. On a encore des données plus récentes, mais c'est tellement millimétrique, comté par comté, que c'était compliqué de les montrer. Donc j'ai pris une vieille diapositive du CDC américain. Et vous voyez que pour ce qui concerne le diabète, il y a un parallélisme strict. Plus la prévalence de l'obésité augmente, plus la prévalence du diabète augmente. Et donc, il est bien évident que s'occuper de l'obésité a de bonnes chances d'avoir un résultat sur le diabète. Maintenant, l'obésité est vraiment au premier plan du management du diabète de type 2, puisque un chapitre entier des recommandations de l'American Diabetes Association y est consacré, le Standard of Care qui paraît tous les janvier de chaque année dans la revue Diabetes Care. Et l'obésité fait un chapitre entier d'un nombre de pages assez conséquent. Et donc, ça veut dire que la prise en charge pondérale devient de plus en plus importante dans la masse des sujets de ces recommandations. Et pas seulement en matière de modification du mode de vie et d'éducation thérapeutique générale, mais également, en particulier, avec les agents pharmacologiques et les options thérapeutiques chirurgicales. Vous voyez que dans le choix des classes pharmacologiques, un quart est consacré au management du poids. C'est le dernier chapitre, là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'en ai pas le temps, mais est consacré exclusivement au management du poids dans le diabète de type 2. Alors, on va passer au sujet de la rémission du diabète. Alors avant de parler de rémission de diabète avec la chirurgie ou avec d'autres moyens, il faut savoir que pendant longtemps, on a eu une définition très floue et que quand on regarde la littérature, il n'y a pas deux articles qui disaient la même chose en matière de critères de rémission. Certains, c'était une glycémie à jeun à moins de 110, d'autres, c'était une hémoglobine glyquée à moins de 6,5, d'autres, une hémoglobine glyquée à moins de 6%, avec ou sans metformine. Et donc, l'American Diabetes Association a essayé d'homogénéiser avec une première définition en 2009, où on séparait rémission partielle, rémission complète, avec une hyperglycémie en dessous de la limite diagnostique du diabète, pendant une année au moins pour la rémission partielle, sans traitement.
une rémission complète avec des glycémies normales pendant au moins une année, sans traitement pharmacologique, et une rémission prolongée si elle durait au moins 5 années. Alors, vous voyez que la définition s'est simplifiée, elle ne tient plus compte de la durée de rémission. On a une rémission si on a une hémoglobine glyquée à moins de 6,5% qui survient spontanément ou après une intervention, par exemple chirurgicale, et qui persiste pour au moins 3 mois. Bon, ce n'est pas très satisfaisant parce que c'est un peu bref, mais en tout cas, c'est le critère proposé pour la littérature future et actuelle, et avec un critère alternatif d'une glycémie à jeun, si on ne mesure pas l'hémoglobine glyquée, inférieure à 126 mg par décilitre, et une hémoglobine glyquée estimée, si on utilise des mesures continues de la glycémie, ce qui est un peu surprenant quand on ne veut pas payer une hémoglobine glyquée, à moins de 6,5%. Il y a quand même des bizarreries dans cette définition. Ben, globalement, c'est souvent moins de 6,5%, hein, pendant une période plus ou moins prolongée. Les gens parlent de rémission de 3 mois, d'une année, de 5 années, et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'on peut avoir une rémission du diabète par la chirurgie? Je crois que c'est ce qui a quasiment amené le concept. Et donc, on peut dire que oui, on peut avoir une rémission du diabète par la chirurgie. On peut même avoir une rémission du diabète au-delà de la définition retenue par l'ADA, c'est-à-dire avoir une hémoglobine glyquée à moins de 5,8% et une glycémie à jeun strictement normale, pas à moins de 110, mais carrément à moins de 100. Et donc, on peut observer des rémissions de diabète après la chirurgie. Alors, l'étude première, la grande étude de référence, la Landmark Study, c'est l'étude SOS, la Swedish Obese Subject Study, qui a été commencée dans les années 80, qui a été lancée dans les années 80, qui a battu son plein dans les années 90 et qui continue toujours à publier les résultats de la chirurgie de l'obésité. Alors c'est une chirurgie composite, hein, il y avait plusieurs procédures, dont certaines ne sont plus utilisées, hein, comme la gastroplastie calibrée, verticale calibrée, qui n'est plus du tout utilisée parce qu'elle nécessite de se faire à ventre ouvert. Il y avait des lap bands, hein, des gastric banding, il y avait des gastric bypass, il n'y avait pas encore de sleeve gastrectomie à cette époque. Hein. Alors, dans cette étude SOS, on a une rémission du diabète à 2 ans de 72,3% versus 6,4% chez les obèses témoins non opérés, et une rémission du diabète à 15 ans, parce que ce qui fait le grand intérêt de cette étude, c'est qu'on continue à observer les sujets plus de 20 ans après le début de l'étude, et donc une rémission du diabète à 15 ans de 30,4% des sujets opérés versus 6,5% des témoins non opérés, avec des procédures bariatriques qui ont moins d'effet sur la rémission en grande partie dans cette étude, hein, par rapport à ce que l'on fait de ce jour. Alors vous avez une représentation ici de ce qui se passe à 2 ans, 10 ans et 15 ans en matière de pourcentage opéré, hein. Donc vous voyez, on est à plus de 70% de rémission au bout de 2 ans, on n'est plus qu'à un peu moins de 40% à 10 ans et à peu près à 30% à 15 ans. Vous voyez que le groupe contrôle a peu de rémission, hein, même s'il y avait beaucoup de patients qui avaient des diabètes récents avec à peine des glycémies légèrement majorées dans cette étude. Alors vous voyez que malheureusement, on a des données qui deviennent incomplètes, hein, il y a beaucoup de patients perdus de vue, c'est un des gros défauts de cette étude qui dure longtemps, mais qui perd les patients de vue malheureusement, comme souvent pour les études très longues. Alors, ce qui est intéressant de voir tout de suite, c'est que dès l'étude SOS, on s'est rendu compte que pas tous les diabètes de type 2 répondaient de la même façon à la chirurgie bariatrique, et que par exemple, la durée d'évolution du diabète avait un rôle critique. Hein. Si vous avez un diabète qui a moins d'1 an, vous avez quasiment 95% de rémission à 2 ans, et vous gardez plus de 50% de rémission à 15 ans. Quand c'est 1 à 3 années d'évolution du diabète, c'est déjà beaucoup moins bien, et quand c'est plus de 4 années, vous voyez que ça se détériore considérablement. Et donc ça a été le premier critère qui montre que si on veut avoir une rémission du diabète avec une très forte probabilité et une très bonne durabilité, il faut opérer les gens après pas trop d'années d'évolution du diabète. Voilà. Alors, on va aller direct, parce que je ne vais pas vous montrer toutes les études, on n'en a pas le temps, mais on va aller direct à des études beaucoup plus récentes, hein, qui vont montrer un petit peu les résultats des études actuellement menées avec de beaucoup plus gros effectifs, mais malheureusement des durées beaucoup plus courtes. Hein. On a 36 mois d'observation. Alors ici, ce n'est pas la rémission au sens propre du terme, c'est l'évolution de l'hémoglobine glyquée.
Et vous voyez une comparaison ici de plusieurs procédures de chirurgie bariatrique, le gastric bypass ou en Y, la sleeve gastrectomie et le banding, en comparaison avec une prise en charge médicale intensifiée. Vous voyez que la chirurgie, en termes de réduction de l'hémoglobine glyquée et donc d'amélioration de l'équilibre du diabète, fait beaucoup mieux que les interventions non chirurgicales, hein, avec médicaments et coaching intensifié. Vous avez ici la perte de poids qui a un certain parallélisme avec la diminution de l'hémoglobine glyquée. Et autre chose importante, c'est qu'on sait maintenant que au-delà de provoquer une rémission du diabète chez certains patients, en tout cas chez ceux chez lesquels on n'a pas de rémission, ça permet de réduire considérablement le traitement. Vous voyez ici l'insuline, hein, on est à presque 50% de patients qui étaient traités par insuline dans ce groupe de 3 études d'ailleurs, voilà, qui sont les études STAMPED, TRIABET et SLIM Type 2 Diabetes, Crossroads étant l'étude de comparaison intensive sans chirurgie. Hein. Donc vous voyez qu'on passe de 50% à moins de 15% de patients sous insuline, hein, chez ceux qui n'ont pas eu de rémission. Donc les résultats. Et le nombre de patients qui n'ont plus aucun traitement atteint 50%, et ça malheureusement c'est à 3 ans dans ces études plus récentes avec de plus gros effectifs. Mais intéressant, ça peut réduire la charge médicamenteuse des patients. Alors c'est pas seulement pour le diabète, c'est l'hypertension artérielle également. En tout cas, puisqu'on parle de diabète aujourd'hui, ça permet une réduction de la puissance du traitement. Alors, bien entendu, face à des patients diabétiques qui peuvent poser la question de savoir est-ce que mon diabète va disparaître après la chirurgie si je me fais opérer, très tôt, des études ont essayé d'identifier les facteurs prédictifs de la rémission du diabète après une chirurgie bariatrique. Alors, vous voyez que les pourcentages de rémission sont variables selon les études, parce que dans les différentes études, il y a différentes procédures chirurgicales, des diabètes plus ou moins anciens, et donc on a, selon ces études, des taux de rémission assez variables, et donc des critères prédictifs également un petit peu variables. Alors ce qui sort, bien évidemment, c'est que le BMI préopératoire est un critère prédictif très important. En gros, bizarrement, plus on est obèse, plus on a de chances d'avoir une rémission de diabète après la chirurgie, parce que le pourcentage de perte de poids, qui va être relativement comparable, quel que soit le BMI de départ, va être plus important, la quantité de poids perdu va être beaucoup plus importante chez les gens qui sont très obèses. L'autre chose qui sort, c'est l'équilibre du diabète avant l'opération. Plus on est déséquilibré, donc ça veut dire probablement que plus le diabète est ancien ou compliqué à équilibrer, et moins il va y avoir de rémission. Plus la glycémie à jeun est élevée, moins il va y avoir de rémission. Et d'autres marqueurs d'un état clinique moins bon, comme la présence d'une hypertension artérielle, est un critère de moins bon résultat en termes de rémission de diabète. Voilà. Alors vous voyez que selon les études, voilà, c'est beaucoup la durée d'évolution du diabète, la sévérité du diabète. Il y a également l'âge. Les résultats sont de moins en moins bons au fur et à mesure où on vieillit. Et il y a également le nombre de traitements que l'on reçoit avant la chirurgie. Et donc, à partir de ces différents éléments qui ont été identifiés dans différentes études, pas les mêmes éléments dans toutes les études, il y a eu des tentatives. Je suis allé trop loin, de modéliser et d'essayer d'avoir des algorithmes pour calculer des index, pour prédire la probabilité de ne plus être diabétique après une chirurgie. Alors avec des scores, avec des points, vous voyez l'âge ici, plus on est âgé, moins ça marche. L'hémoglobine glyquée, plus on est déséquilibré, plus il y a de points qui prédisent un mauvais risque, un risque d'outcome faible. Il y a les types de traitements, si on n'a que de la metformine, ou si on a d'autres traitements, si on a de l'insuline ou pas. Vous voyez que d'avoir de l'insuline, c'est un très mauvais score, ça donne 10 points qui vont faire qu'on a peu de chances d'avoir une rémission. Et ça, c'est le score diarème qui a été, et donc il y a des... Selon le score, vous voyez le taux de rémission. Si on a un score de 0 à 2, on a 87% de chances d'avoir une rémission de diabète après l'opération. Alors que si on a un score entre 18 et 22, on n'a plus que 5% de risque de rémission. Alors malheureusement, ces scores sont peu utilisés. Bon, il n'y a pas de concordance totale entre les scores. On peut même, si on veut
se faciliter la vie. Il y a même un calculateur de probabilité de rémission en ligne où on rentre quelques éléments et où le score sort. Et justement, ce score est assez intéressant parce que en fonction du score, il donne aussi, enfin en tout cas les auteurs, hein, c'est l'étude de Cleveland, proposent différents types de chirurgie en fonction du score pour essayer d'obtenir une rémission de diabète. Alors ça, c'est pas très validé, mais en fait c'est quelque chose, c'est la clinique de Cleveland qui a sorti ça, qui choisit le type de chirurgie en fonction du score et pour essayer d'obtenir une rémission. Alors, par quel mécanisme est-ce qu'on a une rémission de diabète après une chirurgie bariatrique? Alors, il y a des effets non immédiats qui sont liés à la perte de poids. Cette perte de poids, elle est essentiellement due à une amélioration de la résistance à l'insuline, dont elle sait qu'elle est très proportionnelle au poids. Mais les effets de long terme ne sont pas que cela, parce que si on fait un test de qualité de l'insulinosécrétion, avec des tests un petit peu plus sophistiqués que calculer un OMA, un index OMA, on montre qu'il y a une récupération importante de la fonction pancréatique, et dans les modèles animaux, il y a même une récupération du nombre d'îlots chez les rats et les souris que l'on opère, qui sont diabétiques, que l'on opère après un certain nombre d'années. La densité en îlots de Langerhans du pancréas s'améliore. Alors à côté de ça, il y a des effets précoces, parce que ce qui a frappé très vite les métaboliciens qui s'intéressent à la chirurgie de l'obésité, c'est que avant même d'avoir perdu le moindre gramme, les glycémies s'améliorent de façon spectaculaire après une chirurgie bariatrique. Alors, on sait que la restriction énergétique très sévère améliore considérablement les glycémies assez vite, hein, mais ça va au-delà des effets d'une restriction énergétique sévère, comme on peut l'observer dans les 2 jours qui suivent une chirurgie bariatrique. Donc, il y a d'autres hypothèses qui n'ont été démontrées que chez l'animal, malheureusement, pas chez l'homme. Il y a un remodelage rapide du tube digestif, hein, la muqueuse digestive change. Il y a des changements hormonaux, en particulier les hormones, les cellules entéro-endocrines changent d'aspect et de fonction rapidement après une chirurgie bariatrique, ce qui conduit à une augmentation de certaines hormones gastro-intestinales, comme le GLP1, mais aussi le PYY, l'oxyntoméduline et 3 petits points, il y en a plein d'autres. Et enfin, il y a un autre sujet, en particulier dans le gastric bypass, le changement de branchement de la voie biliaire. En fait, surtout quand on fait un gastric bypass, les selles biliaires arrivent beaucoup plus en distalité dans le tube digestif, et bien via la voie des récepteurs FXR, est susceptible d'avoir un effet important également sur la régulation glycémique. Enfin, la dernière chose, qui est maintenant assez bien validée, c'est le microbiote. Il y a des changements assez rapides du microbiote après la chirurgie bariatrique, avec une augmentation des espèces bactériennes favorables au plan métabolique. Ça n'est pas que immédiat, ça continue avec le temps. Ça a été montré chez l'humain, hein, en particulier par les équipes parisiennes après la chirurgie bariatrique qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet-là après chirurgie. Et l'équipe lilloise également, en tout cas, moi je les connais personnellement, donc c'est pour ça que je sais qu'ils ont beaucoup travaillé là-dessus et beaucoup publié, hein, en particulier Karine Clément. Alors, il n'y a pas que la rémission du diabète qui compte. Il y a aussi les outcomes généraux des patients qui présentent un diabète. En particulier, le fait de développer ou non des complications du diabète, complications micro-angiopathiques, complications macro-angiopathiques. Alors, je reviens toujours à l'étude Landmark, hein, qui est l'étude SOS, hein, où vous voyez l'impact de la chirurgie par rapport à des sujets qui présentent une obésité qui n'ont pas été opérés, du développement de complications micro-angiopathiques sur 20 années. Hein, vous voyez qu'on divise par 2 les complications micro-angiopathiques. Pour les complications macro-angiopathiques, c'est beaucoup moins net et comme d'habitude beaucoup plus lent pour obtenir un bénéfice. Hein. Ça, c'est le cas pour toutes les interventions. La prévention des complications macro-angiopathiques est toujours plus difficile à obtenir que celle des complications micro-angiopathiques. Pardon. Alors, vous avez ici les complications totales et l'autre chose qui est importante à voir, c'est que là encore, la durée du diabète au moment où on fait la chirurgie va avoir un impact sur le fait qu'on prévient mieux les complications ou pas. Hein. Plus l'intervention a lieu précocement et mieux on prévient les complications. Là, vous voyez que pour les patients qui ont été opérés après plus de 4 années de diabète, on n'a plus d'effet aussi net sur la prévention des complications. On sait qu'il y a une mémoire métabolique qui continue à agir et donc qui génère, qui
qui fait que les complications continuent à se développer. Alors j'insiste là-dessus, parce qu'il ne faut pas arrêter de faire le dépistage des complications d'un diabète chez un diabétique qui a été opéré, surtout si le diabète a évolué plusieurs années après la chirurgie, et même s'il y a une rémission du diabète. Il faut continuer à faire les fonds d'œil tous les 1 à 2 ans, il faut continuer à rechercher une microalbuminurie, et là vous en avez la preuve. Ok. Alors, dans l'étude SOS, on a regardé également les événements cardiovasculaires. Vous voyez que si on prend la somme des accidents vasculaires cérébraux et des infarctus du myocarde, on a une efficacité dès après 5 années. Là, c'est beaucoup plus net pour l'infarctus du myocarde que pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Alors, on ne va pas parler que de... Bon, la mortalité, je vais la laisser à Santi. J'avais juste montré la première étude qui a montré un bénéfice sur la mortalité, de la chirurgie bariatrique, qui s'exprime après pas mal d'années, hein, mais qui est significative au bout de 15 années. Alors, l'espérance de vie également s'allonge et on gagne 3 années de vie dans l'étude SOS si on se fait opérer par rapport à si on ne se fait pas opérer. Alors, on va montrer des études un petit peu plus récentes. J'en ai pris une un petit peu parce qu'elle est bien documentée. C'est encore de la Cleveland Clinic que ça vient. Elle est récente, elle est de 2021 et elle vous montre un MACE en 6 composants, un MACE en 3 composants. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est 2 types de chirurgie qui sont comparés, le gastric bypass et la sleeve gastrectomie. Et vous voyez qu'en termes de bénéfices cardiovasculaires, il y a manifestement une différence assez nette hein, en termes d'événements cardiovasculaires. Et de façon assez surprenante, les effets cardiovasculaires sont assez précoces. Donc, le bénéfice est assez rapidement obtenu. Vous avez ici les 6 composantes du MACE, où il y a des composantes un petit peu inhabituelles, mais la fibrillation auriculaire, et vous voyez la diminution de la fibrillation auriculaire avec la chirurgie bariatrique. Hein. On sait maintenant que les sujets qui ont une obésité et un diabète de type 2 ont un risque majoré de fibrillation auriculaire. Vous avez également la néphropathie diabétique ici, vous avez la maladie coronarienne et l'insuffisance cardiaque. Vous voyez l'effet précoce et très intense sur l'insuffisance cardiaque de la chirurgie bariatrique. Alors, je ne vais pas tout énumérer, mais il y a un effet spectaculaire sur les cancers, ce n'est pas le diabète, j'en parlerai pas. Il y a un effet spectaculaire sur la NASH, 50% des patients diabétiques ont une NASH. Les événements en rapport avec la NASH ont considérablement diminué. Carcinome hépatocellulaire, cirrhose, recours à la transplantation pancréatique, c'est tout à fait spectaculaire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres moyens d'obtenir une rémission de diabète? Alors, les Anglais sont très fans en ce moment. Il y a un seul groupe qui publie là-dessus. Hein. C'est une étude qui s'appelle l'étude DIRECT, qui décline tout au long du temps sur les 5 dernières années. C'est une restriction calorique extrême, 400 calories, initialement avec des repas protéinés en petites bouteilles, hein, pour essayer d'obtenir une rémission de diabète chez des patients qui ont un diabète depuis moins de 6 années. Or, vous avez le résultat, ici, c'est le groupe LCD, hein, et c'est le groupe LCD, et vous voyez que l'effet sur l'hémoglobine glyquée est finalement assez moyen, et que l'effet sur le poids s'éteint assez rapidement, et qu'il y a assez rapidement des reprises de poids qui font que les résultats glycémiques ne sont pas conservés. Quand on regarde ici la sleeve et le gastric bypass, vous voyez la petite supériorité du bypass par rapport à la sleeve, et vous voyez la bien meilleure durabilité de l'effet sur l'hémoglobine glyquée et de l'effet sur le poids. Donc, pas terrible la restriction calorique extrême. Même si les patients nous en parlent beaucoup, parce qu'ils regardent ça, ils voient ça dans les réseaux sociaux et... Désolé. C'est bien. Heureusement, on a tous le même problème. Alors, on va utiliser la flèche, hein, ça va être mieux. Voilà. Alors, par les incrétinomimétiques, alors, je vous montre l'étude, effectivement, ici, qui compare le tirzépatide, qui n'est pas encore commercialisé, au sémaglutide, hein, donc 2 analogues hebdomadaires, l'un strictement GLP-1, l'autre GLP-1 plus GIP, le tirzépatide, qui a envoyé des tas d'éditoriaux enterrant la chirurgie bariatrique, puisque les résultats en termes pondéral et en termes de baisse d'hémoglobine glyquée sont comparables à ceux obtenus avec la chirurgie. Alors on a un recul bien entendu beaucoup plus court, et bien entendu, et c'est le cas pour la chirurgie, hein, la chirurgie elle est permanente,
eh bien, il faut s'attendre à ce qu'on puisse obtenir ce type de résultat en maintenant le traitement sur le long cours. Je ne sais pas si vous avez probablement une expérience du traitement par Saxenda. Quand on arrête le Saxenda, il y a des rebonds pondéraux et presque tous les praticiens qui ont une bonne expérience de ces traitements le diminuent et essayent d'obtenir une dose de maintien pour essayer d'obtenir dans l'obésité en tout cas, pour essayer d'obtenir un maintien de la perte de poids et ne se pose pas la question de l'arrêter chez les patients qui présentent un diabète de type 2. Alors, est-ce qu'on doit changer les indications de la chirurgie au vu de ces données? Bon, vous avez ici, je ne vais pas les détailler, les indications de la chirurgie bariatrique prise en charge par la CNS. Âge plus de 18 ans, BMI de plus que 40, il n'y a pas besoin d'avoir des comorbidités. BMI de plus que 35, si vous avez des comorbidités sévères, dont le diabète de type 2. Donc on est dans le cadre de BMI de plus de 35 si on a un diabète. Donc on peut proposer la chirurgie bariatrique. Je ne vais pas rentrer sur le détail de la préparation à la chirurgie, ce n'est pas le sujet que j'ai choisi d'exposer aujourd'hui. Alors, si on passe aux États-Unis, les recommandations de l'American Diabetes Association sont beaucoup plus élargies, puisqu'ils envisagent la chirurgie pour des BMI de 30 à 35, si on a un diabète de type 2, chez lequel on n'arrive pas à obtenir une perte du poids durable, et chez lequel on n'arrive pas à obtenir un équilibre métabolique correct. Donc, on baisse le seuil à 30 au lieu de 35 dans les recommandations américaines de l'ADA. Alors, il semble que l'HAS va suivre puisqu'ils n'ont pas encore édité leurs recommandations, mais ils ont émis un comité de presse suite à leur méta-analyse de la littérature en octobre 2022 et ils concluent que la balance bénéfice-risque est favorable pour les patients diabétiques de type 2 en situation d'obésité modérée, et que c'est une option thérapeutique de dernier recours pour les diabètes difficiles à équilibrer où l'obésité est moindre que les critères habituels de remboursement, de prise en charge et de recommandations internationales. Alors, c'est essentiellement basé sur ce type d'études qui ont comparé différents degrés d'obésité et les résultats en termes de baisse de l'hémoglobine glyquée. Et vous voyez ici les sujets qui ont plus que 35 de BMI ici, moins de 35 de BMI ici, avec la chirurgie ou avec une prise en charge pharmacologique. Donc vous voyez que les résultats sont comparables et donc c'est une des raisons qui pousse les sociétés dans les recommandations à abaisser le seuil de BMI pour pouvoir proposer une chirurgie de l'obésité. Alors, est-ce qu'il faut étendre aux adolescents? Les études sont très peu nombreuses, il faut le dire, avec de tout petits effectifs, et donc c'est probablement un peu prématuré pour conclure, en tout cas avec les données de la littérature, mais certaines équipes le font, en particulier aux États-Unis, toujours dans le cadre d'études. J'en ai choisi une, l'étude TID-Labs, qui montre en fait, cette étude, que les résultats obtenus avec la chirurgie chez les adolescents sont tout à fait comparables à ceux que l'on obtient chez les adultes, aussi bien en termes de poids que de rémission de diabète, même s'il y avait peu de sujets diabétiques dans cette étude, et même si les résultats ne sont pas forcément très spectaculaires en termes de rémission du diabète, parce qu'il y avait une grande variabilité à cause du très faible effectif. Alors, je vais finir par quelques réflexions d'expérience pour dire qu'il est indispensable de préparer la chirurgie, en particulier avec une équilibration prolongée du diabète avant d'opérer les gens. Pourquoi? En particulier s'il y a un déséquilibre important depuis longtemps, on risque de faire flamber une rétinopathie. Ce sera beaucoup plus facile également de gérer la thérapeutique dans la phase post-opératoire si on a équilibré correctement les patients avant l'intervention chirurgicale. Le deuxième conseil que je donne et qui est issu de mon expérience, c'est qu'il faut anticiper le traitement post-opératoire du diabète. Et comme diabétologue, en tout cas parmi ceux qui sont là, je pense qu'il faut vraiment indiquer aux chirurgiens et à l'équipe d'anesthésie comment faire le switch de traitement après l'intervention chirurgicale. Il faut, pour les mêmes raisons, un suivi post-opératoire spécialisé assez rapproché parce qu'il faut faire des adaptations thérapeutiques rapides. Et puis je vais finir pour dire qu'il faut faire attention aux femmes en âge de procréer. D'abord parce que, effectivement, souvent, chez ces femmes jeunes, il y a une rupture du suivi du diabète et on arrive aux grossesses avec la question, est-ce que le diabète persiste, est-ce que le diabète persiste pas? On n'a pas de moyen facile de typer la tolérance glucidique après un gastric bypass, par exemple. Vous savez que
Vous savez que l'hyperglycémie provoquée par voie orale est contre-indiquée après un gastric bypass. Elle donne des hypoglycémies épouvantables et des vomissements. Donc, on ne peut pas la pratiquer. Et puis, juste pour m'amuser, parce que c'est dans le dernier numéro de Diabetes Care, je montre que chez des patientes a priori non diabétiques avant la chirurgie bariatrique qui ont eu un gastric bypass, eh bien, les profils glycémiques pendant la grossesse, quand ils ont été étudiés avec des sensors, sont assez différents de ceux des femmes normales, avec une augmentation du temps passé en hyperglycémie et une augmentation également du temps passé en hypoglycémie. Et ça, c'est à tous les stades de la grossesse, à toutes les phases de la grossesse, avec des différences quand même assez significatives, qui font se poser vraiment la question de comment les manager, comment les surveiller et quoi leur proposer au plan pratique. Voilà, alors j'ai parlé longtemps et je vais passer la parole à Santi et on pourra faire éventuellement un petit débat si on n'est pas du même avis sur certains sujets. Comme je disais, d'opérer le diabète, que donc je ne me sens pas totalement étrange d'être là. Donc je suis venu en collaboration avec le docteur Dadoun, parce qu'effectivement on fait partie de la même équipe à l'intérieur d'une clinique qui est la clinique de l'obésité. Pour vous dire peut-être avec beaucoup plus de banalité et moins de science que l'obésité pour nous est une maladie très fréquente, chronique et complexe, évolutive, grave à tel point qu'elle est parfois mortelle et toujours ou presque toujours récidivante. Elle est pandémique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a dans le globe terrestre plus de gens qui sont en surpoids et en obésité que des gens qui souffrent de la faim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une réalité. Et que malgré que la World Obesity Report s'était donné comme idée mondialement de stopper, voire commencer à diminuer l'obésité et le surpoids dans le monde aux portes de 2025, force est de constater qu'en une seule génération, l'obésité a triplé aux États-Unis, que j'apporte des chiffres beaucoup plus récents que celles du docteur Dadoun, et que, bien entendu, il y a un parallélisme entre l'obésité, la pauvreté. C'est une carte, je le racontais déjà dans les années 60. À l'époque d'Henri VIII, quand on était riche, les riches étaient gros, parce que c'est un signe d'opulence. Maintenant, ce sont les pauvres gens qui n'ont pas une fille qui les sont, parce qu'ils mangent de la pourriture à faible prix, et que bien entendu, l'espérance de vie diminue en conséquence. J'ai demandé à des potes américains, pas plus tard qu'hier, de m'apporter les derniers chiffres qui ont été présentés en 2023 par la Mayo Foundation of Medical and Research, comme un cri d'appel dans les New England Journal of Medicine, pour que vous vous rendiez compte. Actuellement, il y a plus de 11 États, aujourd'hui, aux États-Unis, dans lesquels le surpoids et l'obésité est au-delà des 60%, et qu'il n'y a plus aucun pays, aucun land des États-Unis dans lesquels, quand on compte des gens, il y a plus de gens normaux que des gens qui sont en surpoids. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Et en parallèle, et c'est pour ça que je dis qu'il y a un déni des réalités dans un monde super connecté, aujourd'hui aux États-Unis, environ 1% des gens qui sont obèses se bénéficient de la chirurgie et moins de 1% se bénéficient des traitements médicaux. En d'autres mots, 99% ou 99%, comme on dirait en Belgique, sont sans aucun traitement. On verra après pourquoi. Quand en fait la définition de l'obésité, d'une façon pragmatique, peut être fausse, peut être non réaliste, mais donnée par l'Organisation mondiale de la santé, c'est avoir un peu plus de 30 kg par mètre carré. C'est un fléau mondial, dans lequel le Luxembourg n'échappe pas. Et donc, Marie-Lise Lair nous avait montré, lors de l'European Health Interview Survey, qu'ici au Luxembourg, on peut considérer l'obésité aux alentours de 16%, mais que malheureusement, comme ce sont des données autres déclarées, on les sous-estime et qu'on est beaucoup plus proche de la réalité en estimant qu'on est entre 20 et 25%. De toute façon, ne vous en faites pas, la continuité est là présente, puisqu'on estime à plus de 250 millions d'enfants qui seront en surpoids ou qui seront obèses aux portes de 2025. Avec des conséquences terribles.
médical, social, économique. C'est un problème majeur de santé publique. Le Covid, c'est un pois chiche à côté de ça. Puisque en Europe, tout simplement, il y a 337 000 décès par an prématurés à cause de l'obésité. L'obésité est à l'origine de 80% de tous les cas de diabète de type 2 en Europe. Et que le surcoût annuel pour l'Europe en soins de santé est de 70 billions. Et c'est pour ça que, de nouveau, Marie-Lise Lair nous disait qu'on peut estimer que dans le monde, chaque année, simplement par le simple fait d'avoir un BMI supérieur à 30, vous avez pratiquement 5 millions de décès. Laissez-moi m'élargir un tout petit peu. Et notre ami nous a parlé il y a quelques secondes à propos d'autres effets de cette histoire. Écoutez, simplement pour le foie gras, vous devez savoir qu'aujourd'hui, la première cause de transplantation hépatique des femmes aux États-Unis, c'est l'obésité. C'est les NASH. Avec toute la problématique qu'il y a d'organes, on se trouve maintenant avec l'impossibilité ou bien un problème majeur décisionnel de savoir qui est-ce qu'on opère. Est-ce qu'on va opérer les cancers, est-ce qu'on va opérer les vraies cirrhoses, ou bien est-ce qu'on va opérer les obèses des transplantations hépatiques. Aujourd'hui, on est confiné à simplement deux guerriers de l'apocalypse qui sont effectivement le diabète et l'obésité et la mortalité qui peuvent entraîner tous les deux. Eh bien, vous voyez que dans le monde, on peut considérer que l'obésité simplement et le diabète qui est associé est responsable de 6,5 millions de morts par an. Et ce n'est pas le seul problème. C'est très difficile d'être un gros obèse aujourd'hui dans nos sociétés. Pour déambuler, mais il y a aussi des problèmes de sexualité. Et ce n'est pas simplement par le manque d'envie, mais vous savez très bien que quand on a beaucoup de graisse à cause de l'obésité, eh bien, il y a un rôle inhibiteur de la testostérone et la libido diminue de façon conséquente et que donc il y a un problème aussi des manques de naissances dans un monde occidental qui lutte maintenant contre effectivement une dénatalité terrible et la peur du remplacement parce qu'il y a d'autres peuples déjà beaucoup plus maigres qui se reproduisent comme des lapins. Il y a aussi d'autres problèmes qui sont très récents maintenant, qui sont des stigmatismes, voulus ou pas, de l'obèse. Le regard qu'on porte de façon consciente ou inconsciente vis-à-vis des obèses. Ça peut être très dramatique. Évidemment, je ne sais pas si ceci, ça l'est, c'est un montage, mais ça reflète un peu la réalité du monde dans lequel on vit. D'une façon plus sympathique, vous devez quand même savoir que Brendan Fraser a obtenu cette année l'Oscar du meilleur acteur en se faisant grossir artificiellement de 40 kilos et apparaître dans un film qui a gagné l'Oscar, et le titre c'est The Way. Mais on vit dans un monde dans lequel la société pousse de plus en plus les hommes et les femmes obèses à dire « foutez-nous la paix, ne nous stigmatisez pas, on est bien comme on est ». Vous croyez ça? 50% des médecins aux États-Unis sont obèses. C'est déjà pas crédible de recevoir des gens non obèses et de prodiguer des réunions comme celle-ci. Ceci aujourd'hui n'est pas rare d'observer. Ça fait partie de l'acceptation de l'obèse et de rendre les choses tellement absurdes que dans les journaux, et surtout les journaux féminins, parce que ça existe encore, eh bien, on dit qu'être comme ça, c'est de la santé. C'est totalement faux. Ce n'est pas de la santé. Et qu'ils se sentent stigmatisés ou pas, il y a un problème fondamental des sociétés, car on commence comme ça, mais on finit comme ça. Et ce n'est pas infréquent. L'obésité, ce n'est pas du cinéma. L'obésité est une maladie. Et banaliser comme dans cette publicité de Calvin Klein, l'obésité est effectivement inacceptable, surtout dans les réseaux sociaux. En 1890, pour voir un obèse, il fallait aller au cirque. En 1942, quand on allait dans un bar aux États-Unis, il n'y avait pas d'obèse. Dans les plages, en 1975 espagnoles, il n'y avait pas d'obèse. Pas un. Les obèses sont arrivés après. Ils sont arrivés surtout, d'après Robert Lufkin, qui est un prof de l'UCLA, depuis la modification sociale
en collision totale avec les pouvoirs publics et avec les ministères de la Santé aux États-Unis, d'essayer d'apporter 50% des calories sous forme d'hydrates de carbone. Il y a un cut-off réel à partir de 1980 de cette façon de s'alimenter et l'obésité, mais bien entendu, un peu comme Paracelsus, je ne pense pas qu'il suffise simplement de manger un peu de sucre, mais que tout se passe dans la dose. Donc, dans ces projets divins de Marie-Lise Lair, elle nous dit l'obésité est une maladie très fréquente. On estime à autant le nombre de morts qui ont simplement un BMI augmenté, mais la chirurgie bariatrique et métabolique n'est pas une solution thérapeutique à proposer d'emblée. Donc, on rentre dans la stratégie habituelle qui est de dire, conseillons aux gens, ne prends pas du coca, ne mange pas de chips, commence à faire du sport, on donne des coups de faim, et puis ça rate. Et puis on commence à opérer les gens. Parce que, chers amis, ça rate. Et ça rate, et comment que ça rate? Ça rate à tel point que la prévention dans l'état actuel des choses est pratiquement inutile. Cette étude de très longue ampleur, menée en Angleterre pendant des années sur une population très importante, montre bien que quand on essaie de faire venir à un poids normal quelqu'un qui est en surpoids, eh bien on y arrive au bout du temps, une fois sur 210 femmes, une fois sur 124 hommes, ou peu importe, je me trompe, mais une fois qu'on est obèse massif, on y arrive une fois sur 1300. En d'autres mots, dire à un obèse massif de manger moins, c'est une stupidité parce que c'est totalement inutile réellement. Qu'en est-il qu'entre l'activité physique? La HAS nous dit votre vie est liée à votre santé sera liée à votre activité physique. Effectivement, cette femme est jeune, elle est en train de faire des squats divins. Elle doit avoir grosso modo entre 45 et 47 de BMI. Elle arrive à faire ça parce qu'elle a 21 ans. Mais ce n'est pas certainement en faisant ça qu'elle va avoir 25 ou 28 de BMI, même s'il y a une connexion complète. Quant aux médicaments, ils sont les vôtres, et voici les derniers. J'espère qu'on finira par ne pas opérer les gens. J'espère que Alex Miras aura raison et qu'aux portes de 2050, il suffira de donner des pilules miracles et on n'opérera pas les gens. Mais dans l'état actuel des choses, et c'est des études de 2020 et que tu as montré, eh bien, quand on regarde les groupes contrôle, qui est les groupes qui a suivi ou pas les conseils diététiques, qui a suivi ou pas de faire de l'exercice sur la combinaison des deux, et qui a eu aussi des coups de faim, quand on le regarde par rapport à la chirurgie, il n'y a pas photo, c'est hautement significatif en positif pour la chirurgie. Alors, soyons positifs. Pourquoi opérer? Eh bien, la chirurgie et ses résultats est quelque chose de fondamental à connaître. Et parfois, quand on est médecin, même vous que vous êtes diabétologue, que vous êtes à côté de nous, vous ignorez beaucoup de choses. La diminution majeure de la morbidité et de la mortalité opératoire dans la chirurgie bariatrique est phénoménale. Phénoménale à tel point que dans l'état actuel des choses, opérer quelqu'un d'obésité a la même mortalité qu'enlever la vésicule à quelqu'un. Alors, ça c'est moi en 1987 en train de faire un de mes premiers bypass, la parotomie. Entre-temps, évidemment, il y a beaucoup d'eau qui est passée sous le pont. Et vous vous rendez compte que la morbimortalité, la mortalité en particulier des opérations laparoscopiques, parce qu'entre ça et ça, il y a la mini-invasivité, eh bien, a fait diminuer d'une façon drastique ce type de problème. Les malades qui viennent à nous, ce n'est pas simplement qu'on est devenu des super techniciens, mais ils arrivent mieux préparés. Parce qu'ils viennent, on est les derniers de la ligne. Ils viennent déjà sélectionnés par un groupe multidisciplinaire qui a pignon sur rue auprès d'un malade qui doit être partenaire. Les malades, donc il ne s'agit pas des consentements informés, mais c'est des consentements partagés. Il faut involucrer le malade parce que sinon c'est échec total. Ces deux malades sont radicalement différents. Voici une femme jeune qui est obèse avec un BMI au-delà de 40, et voici un monsieur qui a tout pour mourir dans sa toilette
en allant faire sa grande à n'importe quel moment de la journée. Il a un BMI très augmenté, mais il a une apnée de sommeil, un syndrome métabolique de type 2, un reflux gastro-œsophagien, une néphropathie, etc., etc. Est-il légitime de parler d'obésité et surtout des chirurgies d'obésité en période pandémique? Quel délire on a vécu pendant le Covid. Mais quel délire, chers collègues. Et moi, je le pense comme ça. On s'est rendu compte très rapidement que s'il y avait vraiment quelqu'un qui était mangé tout cru par les Covid, c'était les obèses. Or, on a fermé les blocs opératoires du monde entier parce que ce n'était pas des cancers. En fait, les cancers avaient peur de venir et c'est pour ça qu'on était en train d'opérer des gens en retard, parce qu'ils avaient peur d'attraper les Covid chez nous. Et on nous a interdit d'opérer des obèses. Heureusement, au Luxembourg, je crois qu'on a été le pays qui nous a permis d'opérer les obèses les plus vite d'Europe, j'insiste, mais ailleurs, ça a été dramatique. Or, les avocats sont derrière et que le manque de chances pour ne pas avoir opéré certains de ces malades commence à se voir. Il y a déjà des demandes à justice pour avoir refusé d'opérer des malades qui comportaient une gravité très importante pendant la période Covid. Que l'association des 3 P, ou plutôt l'indissociation des 3 P est fondamentale quand on opère les gens. La préhabilitation préparatoire, le best track, et je vous dirai tout à l'heure de quoi il s'agit, et la réhabilitation post-opératoire. Si on n'a pas un puissant de façon multidisciplinaire et surtout structuré à l'intérieur d'un hôpital, avec une participation des directions, et je ne parle pas parce que le docteur Georgen est là de la sorte, il faut un encadrement spécialisé hospitalier très particulier dans lequel il faut des lits pour ces malades. Il faut des appareils, il faut des lits appareillés SAS. Il faut avoir une garde chirurgicale spécifique. Parce que si vous laissez partir vos malades qui vont développer une complication typique de la chirurgie bariatrique et ils arrivent dans un hôpital où le chirurgien de garde n'a pas cette habitude, ils finissent tous avec une plaie qui va de la xiphoïde jusqu'au pubis. Ce n'est pas l'idéal. Il faut un encadrement à domicile particulièrement efficace, avec une éducation de patients, avec un nursing et des médecins traitants qui doivent évidemment être éduqués de la sorte. Quant aux techniques, le bypass est né en 1967. C'est Mays qui a fait le premier. Depuis lors, il y a une ribambelle de techniques. Alors vous me direz, mais pourquoi? Les premières sont mauvaises ou quoi? Non. La vraie réalité, c'est que les obèses, la population d'obèses qu'on a qui arrive à la chirurgie, migrent dans leur physionomie. On n'a plus affaire à des gens strictus sensu comme ça, mais on a maintenant de plus en plus des XXXL comme ça. Et que ces malades-là sont très souvent compliqués de diabète de type 2. Et les chirurgies, même que Dadoun nous a montré il y a quelques minutes, la sleeve et les bypass, sont vraiment inefficaces à la longue en termes de vraies pertes de poids. Or, vous savez très bien, il a dit très clairement, que c'est la perte de poids qui s'accroît précocement auprès du diabète, les 5 phénotypes que tu m'as appris au bon moment du diabète qu'on peut avoir. C'est là qu'on va être efficace et c'est pour ça qu'il y a d'autres opérations qui sont nées, comme le mini-bypass, le SADIS, les SACI pour ceux qui savent. Est-ce qu'avant, le super gros était mal opéré? Non, on faisait des chirurgies en 2 temps. C'est-à-dire qu'on faisait d'abord une sleeve qui arrivait à faire maigrir quelqu'un qui avait un BMI à 50 jusqu'à peut-être 38, qui était toujours obèse grade 3, et puis on faisait un 2e temps. C'est-à-dire qu'on soumettait la personne 2 fois à un risque anesthésie, des bronchodéglutitions pourquoi pas, des complications thromboemboliques pourquoi pas. C'est un coût social phénoménal, c'est 2 hospitalisations pour un gain nul. Parce qu'il y a des publications qui montrent que quand on fait des opérations de type en 2 temps, sleeve versus bypass, les nombres de points en BMI gagnés ne dépassent jamais 6. Donc on ne fait jamais maigrir avec une 2e opération de type bypass de façon conséquente quelqu'un qui a eu d'abord une sleeve. C'est pour ça qu'on fait d'autres types de chirurgies qui sont plus agressifs, mais qu'on connaît très bien. Ce sont les opérations malabsorptives. Beaucoup de publications à cet effet, positif, mais surtout vous dire que les mini-bypass, qui est une opération qui est par exemple tout simplement non remboursée en France. C'est la meilleure façon d'interdire quelque chose, ce n'est pas la rembourser, n'est-ce pas? Donc ils n'ont pas interdit, ils ne la remboursent pas, du coup, les chirurgiens, on fait surtout beaucoup
la chirurgie bariatrique, surtout dans le privé, eh bien, on ne la fait pas. Et alors, les Français, qu'est-ce qu'ils font? Ont d'autres techniques. Eh bien, c'est la troisième opération la plus réalisée au monde. En Israël, c'est la seule qui est validée. Donc, on ne peut pas faire une sleeve en Israël, tellement les Israéliens ont très bien compris que c'est une opération qui n'a aucun futur, et que c'est en plus une opération qui est la seule non réversible d'emblée. C'est une chirurgie d'amputation. C'est la seule chirurgie d'amputation. Et que, pour parler encore du mini-bypass, eh ben, il est plus efficace que n'importe quelle autre opération dans presque tout. Perte de poids à long terme, rémission du diabète de type 2 à long terme. C'est une excellente alternative en cas de réopération. Et il y avait un bémol qui était ce qu'on appelle la dénutrition. Mais l'analyse factuelle des malades qui arrivent à ces problèmes, qui est de 4%, montre qu'en réalité, 1 à 2% sont mal nourris. Donc, ce sont des gens dont l'opération n'est pas responsable, mais on n'arrive pas à cadrer les malades pour qu'ils fassent attention aux conseils qu'on leur donne en termes de prise de protéines et de certaines supplémentations vitaminiques et autres. 3 sujets qui me semblent intéressants, chers amis. Le best track, c'est quoi? Eh bien, on est arrivé à devenir tellement performant maintenant dans la chirurgie de l'obésité que la chirurgie de l'obésité est devenue, dès nos jours, ici au centre hospitalier en particulier, une chirurgie majeure ambulatoire. Comment? Eh bien, vous savez, j'ai pris ça de Bertrand Russell, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Les lions et la panthère sont inoffensifs, mais les poules et les canards sont les animaux les plus dangereux, disait un ver de terre à ses enfants. Eh bien, quand on arrive à avoir déjà une maîtrise chirurgicale, une collaboration médico-chirurgicale très importante, un assentiment de nos malades, il reste un problème. Le problème, c'est le coût. Le coût par malade peut être prohibitif. Donc, il faut faire attention aux sous. Et un groupe responsable, les directions de notre hôpital, nous ont emmenés en Hollande, qui était, après l'Angleterre, les premiers pays dans les années 2012-2013 à savoir associer les 3 P, sensibiliser tout le monde dans un bloc opératoire pour pouvoir faire entrer un malade un jour opératoire à 9 h du matin, à 10 h il est opéré, et avant 11 h du matin du lendemain, il est à la maison. Donc on fait des bypass, des mini-bypass, des SACI, des SADI, toute la chirurgie bariatrique, comme cela. Et bien en faisant comme ça, on a fait un calcul, et par jour de ce jour, on était gagnant de 433 € par malade. Vous me direz, mais qu'est-ce qui vient de parler maintenant dessous à l'intérieur d'une réunion de diabétologie? Ça se pesanteur parce qu'on a publié ceci en 2016 dans une grande revue en tant que nouveau concept. Et maintenant, de par le monde, il y a beaucoup de gens qui nous miment, qui nous imitent et qui publient en nous citant. C'est à tel point vrai que les malades ne requièrent plus de surveillance en réanimation. Même y compris ceux qui avaient un SAS grave, en disposant à l'intérieur de l'unité à des endroits stratégiques, des gens sensibilisés et dans des chambres SAS, eh bien, on peut éviter d'enchérir le séjour d'un malade qui vient pour une chirurgie qui est très réglée à cause de ses morbidités. Et donc, effectivement, le burst track nous fait de sorte que la chirurgie de l'obésité, de nos jours, dans notre hôpital, dans d'autres hôpitaux aussi, mais c'est la tendance, nous invite à l'appeler chirurgie majeure ambulatoire, et c'est déjà publié dans d'autres journaux aussi. Le robot, il faut parler robot. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 20 robots. Alors le robot, ça ne ressemble pas à ça. Hein. Mais bientôt, très vraisemblablement, ça pourrait ressembler à ça. Dans une quinzaine d'années, c'est probable que ça ressemble à ça. Toujours est-il que pour le moment, le nôtre, il est celui-là. Vous devez quand même savoir que ces robots-ci, à l'intérieur des 20 que je vous montre, il y a eu 2 millions d'opérations faites cette année-ci avec un robot, donc ce n'est pas une rigolade. Que c'est arrivé dans notre hôpital, pas simplement marketing, mais en tant que projet institutionnel, et dans le cadre de ce qui m'est cher, qui est d'essayer de faire comprendre aux gens, aux malades, que la chirurgie mini-invasive, ce n'est pas la chirurgie faite par des mini-trous, mais la mini-invasivité est un concept, c'est un état mental d'utilité publique. On doit être utile. Et pour être utile, quand on a un nouvel outil,
eh bien, il faut travailler à l'intérieur de ce que nous autres on appelle un cadre d'utilité. Et le cadre d'utilité en chirurgie est rarement prospectif randomisé. Pourquoi? Parce que la première variable, elle est chirurgien. Alors, comme un chirurgien n'opère pas de la même façon une semaine à une autre, vous allez me dire, enfin, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est vrai. Donc, on est humain, on est la première variable, et c'est très difficile de se comparer, et c'est encore plus difficile de comparer des études prospectives randomisées multicentriques. Par contre, essayez de voir si le nouvel outil que vous avez, le robot, pour faire l'obésité par rapport à ce que vous connaissez, vous permet de faire plus simplement ce que vous faites. Si en plus, en faisant un benchmarking personnel, si tu ne te mens pas toi-même, tu te rends compte que le taux de conversion vers la laparotomie, si la mortalité obtenue avec le robot est plus basse que par la laparoscopie, et si en plus l'implémentation de l'outil est facile pour les nouvelles générations de chirurgiens, alors on a gagné. Eh bien, le robot invite d'une façon colossale à devenir très, très, très systématique. Très systématique. La systématisation enlève les déséquilibres de jour à jour qu'une personne peut avoir. Parce que c'est une super checklist. Et on s'est rendu compte qu'en faisant comme ça, c'est-à-dire quand tu fais de la chirurgie réellement robotique, eh bien, par malade, quand on demande à nos pharmaciens de comparer ce qui coûte en matériel, en bypass robotique et en laparoscopique, on gagne 400 € par malade quand on les opère par robot. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les pharmaciens de notre hôpital qui nous le disent. En d'autres mots, un peu comme Albert me l'avait suggéré, je parle d'Albert Einstein, bien entendu, eh bien, il faut essayer de faire les choses plus simples, pas simplistes, mais plus simples. Ça, c'est comment les malades sont disposés dans un cadre robotique. Ça, c'est le robot et comment on va l'installer. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est vous rendre compte qu'il suffit de 25 malades pour trouver une asymptote. C'est-à-dire se retrouver avec des temps opératoires qui sont identiques à ce qu'un chirurgien expert peut faire par rapport à laparoscopie. Sauf que la learning curve, que maintenant devrait être interdite auprès des malades, je pèse mes mots, eh bien, était de plus de 100 malades par laparoscopie. Et maintenant, c'est 25 avec le robot. Mais évidemment, il faut avoir le robot. L'implémentation est la clé des voûtes, parce que si on veut un jour être cost-benefit, si on veut réduire le prix des robots, eh bien, il faut qu'il y ait de plus en plus de chirurgiens qui les emploient. Et c'est comme ça qu'on va diminuer. C'est comme les voitures. Hein. Eh bien, chez nous, c'est une obligation. C'est une obligation parce que le centre hospitalier est un hôpital d'enseignement et de formation. On a des collaborations plurielles. Et que donc, j'ai des élèves chirurgiens. Et qu'une belle façon d'apprendre le métier de chirurgien à quelqu'un, c'est d'utiliser l'obésité, qui est un vecteur extraordinaire parce qu'elle est très systématisé, par robotique, et donner comme ça une possibilité aux jeunes chirurgiens de faire cette chirurgie. Alors, je vais vous montrer, ça prend 2 secondes, la construction d'un petit estomac avec un robot. Donc, le petit estomac est ici. C'est gros parce qu'il y a une sonde qui a été poussée qui calibre le petit bypass. Alors, vous avez vu qu'il y a 2 agrafages qui permettent de faire cette bipartition. Alors, j'aimerais que vous appréciez qu'il n'y a pas une goutte de sang. Alors, le plus fort, c'est que cette chirurgie a été faite par un apprenti chirurgien dans une console. Celui qui opérait, moi, j'étais à sa droite. C'est comme conduire une voiture avec 2 volants. Donc, on ne voit pas la différence avec un jeune qui est sous tutelle et un chirurgien. C'est-à-dire qu'effectivement, faire plus simple, c'est faire mieux. Et ça, on l'obtient avec les robots, surtout auprès des super obèses et avec les réopérations. Or, les réopérations, vous devez savoir que c'est dans le travail d'un chirurgien 17% de son temps. Est-ce que la chirurgie continue à être actuellement le traitement le plus efficace, cher Frédéric? C'est sûr que... Eh bien, effectivement, oui. Oui, on gagne plus de sous, on augmente en vie, on augmente en qualité de vie, on diminue un problème de diabète et cardiovasculaire. Plus tu maigris, mieux c'est. Il faut perdre des kilos. Et l'HAS nous dit effectivement qu'il faut informer les malades dès qu'on ne guérit pas du diabète. Donc on peut l'amender, plus ou moins longuement,
mais il peut réapparaître même 15 ans plus tard, rien à faire, ou 20, même qu'effectivement, en termes de problèmes cardiovasculaires, il n'y a pas photo. Donc, sauf ici, la atrial fibrillation, qui reste un tout petit peu à côté du contrôle, tous les restes montrent une amélioration avec la chirurgie. Tu parlais de la mortalité cardiovasculaire, je ne passerai pas les diapositives, l'association du cancer et bien entendu la méta-inflammation qui va faire de sorte que nos enfants obèses d'aujourd'hui vont développer des cancers très précoces aux alentours de la trentaine d'années. C'est déjà le cas des États-Unis, surtout avec l'adénocarcinome du cardia, dont les chirurgiens ne sauront pas comment les traiter parce que habituellement on remplaçait les morceaux enlevés par l'estomac, par la ganglure de l'estomac, mais comme tout le monde fait des sleeves, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, critères nationaux et internationaux, IFSO 91, plus de 18, moins de 65, 40, bref. Il y a les nouveaux guidelines. Les nouveaux guidelines, Frédéric vous les a montrés. Pour les Américains, la chirurgie métabolique et bariatrique est recommandée pour des BMI au-delà des 35, sans comorbidité. Elle peut être considérée pour soigner une maladie métabolique, comme le diabète, pour des gens qui ont seulement 30 de BMI ou plus. L'HAS vient d'accepter, c'est récent de la semaine passée, je te défense là. Hein? Pas en ligne, hein, en tout cas. Déjà le 30, et ils sont pour le moment en stand-by, ils viendront un peu plus tard. Ce sont mes collègues de Bichat qui me l'ont dit. J'ai eu la chance d'être autorisé de former des chirurgiens de Bichat en chirurgie robotique et ils sont venus aussi chez nous. Et alors, ils vont passer ça. En d'autres mots, pour les amerlocs, eh bien, effectivement, on peut opérer les gens au-delà de 70 ans. On peut opérer les enfants de façon encadrée, mais on peut les opérer. On peut opérer, quand on a une maladie métabolique, les gens qui ont plus de 30 de BMI et un diabète de type 2. Et on peut opérer des gens aux États-Unis qui ont plus de 35 de BMI et qui n'ont pas de comorbidité. Bien entendu, ce n'est pas le cas au Luxembourg et on verra quand est-ce que les gens vont ouvrir les yeux. Alors, une unité multidisciplinaire obésité dans notre pays existe depuis la nuit des temps. Elle a été fondée par Martin Diogène en 2003. Je peux le dire sous mon conseil, à l'époque je ne vivais pas au Luxembourg, mais j'en avais une déjà en Belgique. Alors vous voyez qu'on a commencé avec des cacahuètes pour arriver en 2011 à opérer 200 malades par an. Et puis, comme par enchantement, sans aucune explication, on est tombé dans une peau de chagrin entre 2013 et 2014. Donc là, il n'y avait pas de Covid. Hein. Ici, avec le corona, on peut comprendre. Hein. Alors, c'était le ralentissement de la filière avec les nouvelles mesures de la CNS. Ça, c'est une des réponses, mais il y en a une autre. Qui a allongé le délai, qui a retardé les interventions puisqu'il oui, parce que quand je vais à l'étranger, je montre à mes collègues qu'on est le seul pays d'Europe dans lequel on opère de moins en moins l'obésité, j'ai un peu difficile à comprendre après tout ce que je vous ai montré. Eh bien non. Non, parce que ça c'est récent de la semaine passée. Et regardez, aux États-Unis, bien que l'obésité continue à être en augmentation, la prévalence de la chirurgie diminue. Et pourquoi la prévalence de la chirurgie diminue? Eux, ils ont d'autres paradigmes. C'est-à-dire qu'il faut payer. Ça coûte cher. Donc personne cotise pour personne. Et que tout ce qui avait été établi par notre ami Obama a été détruit d'une façon colossale. Eh bien, les gens ne se font pas opérer. Deux, parce que même ceux qui ont des sous sont très mal informés. Ne sont pas informés très adéquatement quant aux conséquences de l'obésité à long terme. Et que donc, les gens ne doivent pas être sensibilisés, ils le font. Acceptabilité sociale également. Absolument. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire son chemin de croix et il faut aller prêcher, comme les anciens, enfin, je ne vais pas chrétiens, mais comme les anciens apôtres. Regardez notre unité, et je vais finir là. On a eu en 2022 presque 1000 nouvelles visites, à l'intérieur de laquelle 400 c'était de nouveaux malades. On a opéré 133, c'est pour vous dire que nos amis médecins freinent justement. Ça ne veut pas dire que les non-opérés ne le seront pas, mais pour que vous regardiez l'efficacité de la chirurgie,
sur les 133 malades, il y a eu 3 réhospitalisations. Ce qui montre bien que des complications on en a, mais il y a eu 3 réhospitalisations, ce qui veut dire d'une façon indirecte que le best track fonctionne, que la chirurgie majeure ambulatoire fonctionne, que la collaboration avec les médecins traitants fonctionne, que ce qu'on fait semble tenir la route, que les malades présélectionnés par nos amis internistes, diabétologues et autres tiennent la route et que ça marche. Donc aujourd'hui, le séjour moyen au centre hospitalier pour toute la chirurgie bariatrique est de 1 jour, 2, en d'autres mots, 28,8 heures. Et en conclusion, et j'ai piqué ça à Miras parce que personne ne pourrait dire mieux, aujourd'hui, 2023, j'opère le diabète parce que aujourd'hui, la chirurgie est le traitement les plus efficaces qui existent dans le monde pour soigner l'obésité et ses corollaires. Et les premiers corollaires de l'obésité, c'est le diabète de type 2. Que la chirurgie continue, même si elle est peu faite, à être la clé qui nous permet d'ouvrir la porte du bonheur, que bien entendu, j'espère que bientôt les médicaments seront à notre hauteur, voire mieux. Ce qui ne m'étonnerait pas parce que les progrès sont colossalement rapides. Et pour le reste, merci d'avoir accepté cette participation qui se veut plus de la vulgarisation que de la science. Mais la science, vous l'avez eu avec Frédéric Dadoun. Moi, évidemment, je ne suis que... Moi, je ne suis pas docteur, je suis chirurgien. Merci.